Et à présent, c'est par Jupiter, puisqu'il manque le R de Charline Vanhoenacker, c'est ça? Exactement, mais c'est pas de notre faute, hein, Laetitia Gaillet. Il paraît, enfin, j'en sais rien. Bah si, vous voulez savoir, parce que tous les auditeurs, évidemment, veulent savoir. Ça s'est passé exactement comme ça. Salut Alex. Bonjour Guillaume. Qu'est-ce que tu fais tout seul au bureau? J'attends Charline. Elle est pas là, c'est curieux quand même. Non, je crois qu'elle m'a quitté pour de bon. Attends, tu veux dire que... Je crois qu'elle a signé sur Europe. Non, attends, c'est peut-être pas si pire que ça, elle est peut-être tout simplement décédée. Je sais pas ce que je préférerais. Non, mais c'est pas possible, pas elle est juste en retard, Alex. Non, c'est pas son genre. Tiens, c'est un texto de Charlie. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle arrive? Non, mais attends, elle est malade, elle peut pas faire l'émission aujourd'hui. Ah non, moi je vais pas m'en sortir tout seul. Mais si, allez, on va y arriver. Bon, c'est qui l'invité? Florian Gouttière. Mais si, c'est le journaliste là qui travaillait pour le magazine de la santé. Ah oui, d'accord, je vois, d'accord. C'est con que Charline elle vienne pas du coup. Pourquoi, il est beau? Non, je n'en sais rien, mais il aurait pu faire une petite prescription, quelque chose. Ouais, toi aussi, là, tu veux pas qu'il te prescrive un antidépresseur? Parce que j'ai vraiment l'impression que ça va pas. Non, ouais, mais sans Charline, c'est difficile. Non, mais t'en fais pas, tu sais, elle est pas si importante que ça dans l'émission, Charline. Moi, j'en parlais l'autre jour avec un chroniqueur, on disait que l'émission, c'est toi qui la tiens. Ah ouais, c'est vrai? Oui, au final, elle fait quoi dans l'émission, Charline? Elle gère les sujets. Ouais, et elle lance les brèves pour le 17h17. Oui, d'accord, et elle fait les interviews, elle fait les questions et les réponses. Elle joue dans le sketch. Ouais, c'est vrai que quand même, Tu fais quoi là, Guy? J'envoie un texto à Florian Gouttière, là. Ah, tu lui dis qu'on annule? Non, pour lui demander une deuxième prescription d'antidépresseur. Bonjour, la France Inter et la moitié de la Belgique s'excusent pour sa voix. Bienvenue dans la start-up émission qui ne respecte aucunement la parité aujourd'hui, mais qui reste une sorte d'incubateur d'actualité décalée, mais qui surtout aujourd'hui incube le virus de la grippe puisque mon N+1 est tombé malade. Et voici quand même les 3 sujets qui vont nous vacciner jusqu'à 18h. Le cancer, c'est la double peine, puisqu'en plus de la maladie, il y a des coûts financiers imprévus entre le coût des perruques, des crèmes anti-démangeaison, des foulards pour les cheveux et autres. Le cancer creuse donc les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, même s'il y a des points où ils sont égaux. C'est gentil, mais tu sais bien que depuis qu'on m'a posé mon anus artificiel, au plus petit écart, je me vide. Très bon sang pour ouvrir. C'est Fais pas ça. Charline, on savait que les fake news envahissaient les réseaux sociaux, les discours du Rassemblement National et les émissions de Pascal Praud, mais elles apparaissent désormais dans les revues scientifiques. Et propager une fake news médicale, ça crée des clichés. Vous avez une très très belle peau. Vous mangez des graines et genre vous buvez votre pipi et tout ça. Et si le meilleur régime était dans la Bible? Selon un article de Slate, la nouvelle tendance aux États-Unis est la diète inspirée des écrits du prophète Daniel. Ne consommer que certains fruits et légumes ou céréales pendant une période de 21 jours. Oui, mais je comprends, c'est pas facile de perdre du poids. T'as une balance, attends 2 secondes. Vas-y. Oh, j'ai encore perdu 4 kilos. Super, mets l'entre-pied pour voir. Et voici celui qui va être l'autre infirmier au chevet de cette émission. Alors on va pas se mentir, il a pas l'air de soigner grand monde. C'est Guillaume Meurice. Je suis en pleine forme. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, une toute belle équipe autour de la table. Oh, quelle est belle cette équipe. À 17h20, l'homme qui est au storytelling, ce que Pablo Mira est à l'anarchie des glandes sudoripares. Thomas Bidegain. Mais oui, de quoi vous allez donc nous causer-t-il et je vais vous parler de casting, tout simplement. Oh, ça c'est pas mal. D'accord, très bien. À 17h40, l'homme qui est à l'édito politique, ce que Thomas Bidegain est à la concision et à la précision du propos, l'immense Pablo Mira. Oui, superbe Guillaume. Alors il y a pile 47 ans, la Grande-Bretagne et 9 autres pays reconnaissent l'état du Bangladesh, l'ancien Pakistan oriental. Et comme tout le monde s'en fout, je vais vous parler de la loi anti-censeur, anti-casseur, tout ça. Allez, c'est consternant, Et enfin, entre les deux, mais non, j'ai pas oublié, tel le cornichon dans le sandwich de l'actualité, il y a moi-même, avec une chronique spéciale pour cette émission spéciale, une chronique sur la maladie. On est tous un peu malades, donc je suis allé pour vous au salon des médecines douces qui vont nous sauver la vie. Non, ça c'est arrêté. Ça c'est un foutage de gueule. Oui, c'est pas faux. Il y aura du foutage de gueule, je peux vous le promettre. On est rassurés. Voici celui qui a vraiment des compétences pour nous soigner, on l'espère. Vous êtes... Je ne suis pas médecin, je suis Florian Gouttière. Bon, yes. Quand même. Par Jupiter, Alex Vizorek sur France Inter. Florian Gouttière, vous n'êtes pas médecin, mais vous les côtoyez de près, vous savez de quoi il parle, et c'est également le sujet de votre livre Santé, Science, doit-on tout gober? Il y a un jeu de mots. Point d'interrogation.
Vous allez nous l'expliquer. Petit jeu de mots avec les gélules. Est-ce qu'on peut tout gober? Qui a trouvé le titre? L'éditeur. Enfin, je lui ai proposé plusieurs titres. Il y avait C'est vrai, ma tante l'a lu dans le journal, qui avait et je lui ai proposé celui-là en deuxième intention. Il a dit voilà, ça met santé en avant, ça va être en tête de gondole pour ceux qui achètent les bouquins sur la santé, les bouquins Brandzingue, et peut-être sur un malentendu, ils vont tomber dessus, ils vont s'apercevoir que les autres bouquins racontent peut-être. Ils vous faisaient pas confiance, quoi. Ils ont misé sur le malentendu. Ouais, voilà, comme souvent. Bon, moi, je l'ai lu, j'ai adoré. C'est même dans ce sens-là que ça s'est passé. Exactement. Il a lu le bouquin et puis il a demandé qu'on vous invite. Très souvent, on invite les gens et puis on lit le livre. Donc c'est vraiment un choix de notre part. Et très souvent, on invite les gens et je ne lis pas le livre. Oui, c'est vrai aussi. Non, je trouve que c'est un formidable manuel d'autodéfense intellectuelle. Vous me dites si je me trompe, mais je l'ai lu comme ça. Il y a plein d'informations évidemment sur la santé qu'on se prend dans la tronche via le JT, via les magazines qu'on lit ou pas d'ailleurs, mais les titres, les unes un peu tapageuses. Et c'est vrai qu'on aimerait y voir plus clair là-dedans. C'est un bouquin qui nous aide à ça. Charline m'a bien dit de bosser ma première question et vous allez voir, elle est particulièrement travaillée. Comment vous appelez-vous? C'est vrai qu'il y a un nombre d'études qui sortent tous les jours absolument effarant. Alors ma première question, est-ce qu'il y a une étude qui existe sur le nombre d'études qui existent et sur leur pertinence surtout? Oui, il y en a plein. C'est une partie du livre qui est consacrée à ça. En fait, le bouquin prend le prétexte de la santé. Moi-même, ça m'intéressait au départ dans mes études. Enfin, je m'étais toujours promis de ne pas parler de santé. Je me dis, les médecins font ça mieux que moi. J'ai fait un remplacement au magazine de la santé en 2012 et puis j'y suis resté parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui circulaient, beaucoup d'études dans la presse qui étaient relayées. Et en creusant un peu, je me suis aperçu que la plupart des études relayées dans la presse sont des études qui, 10 ans plus tard, sont réfutées. Celles qu'on met en avant, c'est celles qui sont les plus sexy, celles qui sont les plus étonnantes, mais pas forcément celles qui sont les plus valides ou les plus vérifiables. Et donc il y a des données qui montrent combien d'études sont publiées, combien d'études fausses sont publiées. Celles qui ont un titre un peu tapageur, genre manger des carottes prévient le cancer colorectal ou des choses comme ça. C'est rarement le titre de l'étude d'ailleurs, hein. Ça va être le titre de l'article de journal, de la personne qui n'a pas lu l'étude, mais qui a lu un communiqué de presse qui a été rédigé par quelqu'un qui n'a pas lu l'étude non plus. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir la distorsion de l'information entre ceux qui font des études, très souvent très honnêtement, de façon très rigoureuse, parfois un peu moins honnêtement, et puis ceux qui les relayent, et puis petit à petit, c'est vraiment le jeu de la cour d'école où chacun dit un mot à l'oreille de l'autre, et puis à la fin, on se retrouve avec une information complètement déformée. Et si on part quand même du principe qu'il y a un certain nombre d'expériences scientifiques, quand on les mène, on a quand même une petite probabilité de trouver un résultat positif alors qu'on ne devrait pas. Si on a on fait des expériences avec des souris, on met des souris bien portantes, des souris mal portantes dans un sac, et puis ou dans une cage, et puis on les sort. Ne le faites pas chez vous. Non, ne le faites pas ça chez vous. On fait les expériences après. Si par hasard, on a mis toutes les souris bien portantes d'un côté, toutes les souris mal portantes de l'autre, qu'on leur donne un médicament test à l'une et l'autre, par erreur, on peut conclure qu'il y a un résultat intéressant, un résultat étonnant, ça va être publié. Ça va être la seule étude à dire ça, mais justement, comme c'est étonnant, les journalistes vont dire « Ah, c'est incroyable, pour la première fois, on démontre que... » Et puis ça va se retrouver en une, et puis ça va être propagé. Et en fait, il y a plus de la moitié des études qui sont mises en avant par les journalistes qui sont réfutées 10 ans plus tard. Non, mais le problème, est-ce qu'il est vraiment à l'échelle entre les journalistes et la communauté scientifique, ou au niveau même de la communauté scientifique qui publie, via des publications, scientifiques, des études qui sont pour le coup un peu bancales? Alors, c'est un mélange de tout ça. Quand on voit les responsabilités, elles sont vraiment partagées par tout le monde. Et c'est pour ça que quand on tombe sur les scientifiques, vous dites n'importe quoi, en fait, parfois, eux, ils ont dit quelque chose de très correct, et la distorsion, elle s'est faite au dernier maillon. La plus grosse distorsion, elle se place généralement entre le communiqué de presse rédigé par l'institution scientifique et les chercheurs. En fait, ils essayent d'enjoliver les résultats, et les journalistes qui ne sont pas formés à comprendre ce que c'est que la démarche scientifique ou la méthode scientifique, ils pensent que si ça émane de l'INSERM, du service com de l'INSERM, ça reflète l'étude, quoi. Et c'est un problème de moyens, parce que moi, j'ai un scientifique qui m'a dit que dans les livres des frères Bogdanov, même la vitesse de la lumière était pas bonne. Donc, mais j'ai dit, mais pourquoi si vous le dites, c'est clair. Il me dit, mais si on les attaque, ils ont une armada d'avocats, leur éditeur et tout ça. Et donc nous, on n'a pas cet argent-là. Donc on est un peu, c'est le gros contre le petit.
Ouais, ça. Et là, le rôle du journaliste devrait être celui qui dit le petit a raison, enfin, si tant est que ce soit le cas. Hein. En fait, il y a un vrai problème de formation. La plupart des gens qui parlent de science, qui parlent de santé aussi, on les a mis là. Moi, j'ai eu des discussions avec des journalistes, par exemple des journalistes environnement, on les a mis à leur poste de chroniqueur environnement parce qu'on lui a dit tu manges bio toi, non? Tu vas être spécialiste. Moi, franchement, j'aurais pu être journaliste scientifique juste sur le fait que j'aimais bien Je retrouve tout dans Pixel Magazine, quoi. C'est comme ça qu'on a pris Bidegain. Vaguement, il écrivait des scénars. De course une fois, allez, c'est bon. Mais l'expertise, la compétence, la formation, elle est pas toujours au rendez-vous. Il y a énormément de journalistes très bien formés, mais c'est pas toujours ceux à qui on confie les rênes de l'actu. On trouvera donc tout ça, Florian Gouttière, dans votre livre Santé, Science, doit-on tout gober? Alors évidemment, on a pris pas mal de sujets qui tournent autour de cette thématique, mais avant ça, on s'est bien rendu compte qu'on n'était que des hommes autour de la table. Alors on écoute Au bonheur des dames. Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, car j'aime bien le beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, car sans beurre et sans reproche, la vie de tous les jours serait vachement trop moche, car j'aime bien le beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre. Il me faudrait beaucoup de beurre, parce que j'aime bien le beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux beaucoup de beurre, 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 beurre. Je veux du beurre, du beurre, du beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, je veux du beurre, du beurre, du beurre. Car sans beurre et sans reproche, la vie de tous les jours serait vachement trop moche. Je veux du beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du Au bonheur des dames, j'aime le beurre. Pas de blague. Il est 17h20 et 27 Pauvre secondes Charline. sur France Inter. Charline est toujours en PLS et on lui envoie des gros baisers. C'est pas ça qui va la guérir. Dites-nous qui va la guérir autour de la table. Autour de la table, il y a des belles personnes et puis il y a aussi Pablo Mira et Thomas Bidegain. Et notre invité, Florian Gouttière, pour son livre Santé, Science, doit-on tout gober aux éditions Belin. Et bien sûr, Guillaume, je vous réquisitionne parce que l'actualité, c'est aussi votre spécialité comme la mienne. Et là, Charline décède. Le journal de presque 17h17. Non, les enfants, c'est moi qui donne le micro. Le journal de presque 17h17. C'est donc ça, Constantin a écrit le micro. C'est la fin des haricots. Et on commence par les titres. Soupçon de fraude fiscale, une information judiciaire a été ouverte contre le député Thierry Solaire. Et oui, et s'il finit en prison, je crois qu'on pourra vraiment parler d'éclipse solaire. Ok, donc on en est là, on en est vraiment là. Amazon a licencié des salariés qui ont affiché leur soutien au blocage des gilets jaunes. Oui, chez Amazon, les gilets jaunes, on est pour, mais uniquement quand il s'agit de les vendre en ligne et de plus en plus cher. Ouais, blague de gauchiste. Allez. Oui, ça vous dérange? Bon. Non. Et il y aura des brèves? Ça, les brèves, elles tombent jamais malades, elles. Des fois, c'est dommage quand même. Moi, qu'elles se reposent un peu, je dirais. Et on commence donc par ce soupçon de fraude fiscale envers Thierry Solaire. Une information judiciaire a été
ouverte. Une information judiciaire, c'est ce que les juges doivent avoir trouvé des éléments à charge, non, je pense. Oui, alors... Oui, je sais pas ce qu'ils ont dû trouver, mais apparemment ils ont trouvé une carte de membre de l'UMP. Et ça, c'est déjà quand même un début de preuve. Ah oui, effectivement, et c'est grave. Parlons des européennes. Oui, sur BFM, Marine Le Pen a parlé de la tête de liste de Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Bellamy, c'est un bel alibi, voilà. Voilà, à ce genre de petites phrases qu'on sent tout l'apport de Jean Roucas au Rassemblement National. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là, Alex, peut-être. Oui, c'est pas faux. Henri Leroy, sénateur Les Républicains, demande que Bilal Hassani soit écarté de l'Eurovision après avoir exhumé une ancienne vidéo où le chanteur, selon lui, inciterait à la banalisation du terrorisme, sauf qu'en réalité, c'était une parodie d'une vidéo virale de l'époque. Bref, ce sénateur a réussi quand même une prouesse, celle de se ridiculiser encore plus que la France à l'Eurovision. Exactement, Henri Leroy, 1 point. Dans un entretien au JDD, Nicolas Hulot s'en est pris violemment à Monsanto, qu'il a qualifié de pire firme du monde. Quel beau message d'espoir pour Vincent Lambert. Donc après une longue période de coma, on peut visiblement s'en sortir. On pense à lui. International. Présidentiel en Algérie, le pouvoir a présenté la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. On a tellement hâte. On a tellement hâte de voir le débat entre les candidats. Moi, j'avoue, j'aime toujours bien la ventriloquie. Venezuela, présent, plusieurs pays européens reconnaissent Juan Guaidó, je pense qu'on prononce comme ça, comme président par intérim du Venezuela. Voilà, donc. Et du coup, Maxime Nicole et Éric Drouet voudraient être reconnus comme président par intérim de la France. États-Unis à présent. Oui, alors que la nuit dernière se déroulait le Super Bowl, Donald Trump a déclaré qu'il préférait voir son fils jouer au soccer, le football donc, plutôt qu'au football américain. Eh bien, les patriotes américains, en entendant ça, ils ont dû avoir les Super Bowls. Voilà, c'est pas mieux. Ouais, mais c'est vous qui l'avez écrit pour moi, ça là. Oui, c'est pas faux. Ouais. Alors la suivante, j'ai aussi choisi pour vous. Allez-y, people. Oui, allez, c'est vous. Alors, Ariana Grande, vegan, est moquée sur les réseaux sociaux pour son tatouage raté signifiant barbecue en japonais. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Elle s'est bien viandée. Ok, Charline revient. Et il y aura des brefs. Oui, de brefs évidemment, ça on ne change pas. En Inde, à l'aéroport de Madras, un bébé léopard a été retrouvé dans un bagage à main. Ce qui nous change le plus souvent, ce sont des bébés crocodiles qu'on retrouve en bagage à main. Et est-ce qu'on aurait éventuellement une dernière brève? Ces gens sont friands de brèves. Et c'est la meilleure. Après une erreur de livraison, un habitant de Vannes s'est retrouvé en possession d'un colis rempli de pièces et de lingots d'or au lieu du maillot de bain qu'il avait commandé. Alors, elle doit être vachement triste, Laetitia Hallyday, avec son maillot de bain pour homme. C'est brillant. On la salue par rapport au fait que... Oui, c'est brillant. Quand on est à l'intérieur du journal, c'est encore plus brillant. Ce que vous faites. Allez, maintenant on va parler sérieusement parce que c'est un sujet difficile dans le Parisien. Et on s'est dit, on a un journaliste médecine, santé, lui va pouvoir nous éclairer. Parce qu'en cette journée mondiale contre le cancer, certains malades se mobilisent et réclament de pouvoir se soigner plus dignement, car en plus des frais médicaux, le cancer entraîne des frais cachés importants, notamment les pots de crème hydratante, les gels douche hypoallergéniques ou même les perruques ou les vernis qui ne sont pas du tout bien remboursés par la sécurité sociale, ce qui crée des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Donc difficile de rire avec le cancer. Si vous voulez, je peux vous imiter mon père qui a un cancer de la gorge. Mais je vous préviens, en général, ça fait rigoler que mes gosses. Je voudrais une petite gauloise sans filtre. Ah, vous marrez, mais c'est pas évident d'imiter l'accent cancéreux. Surtout quand on n'a pas de cancer. Moi, j'ai pas de cancer, j'en aurai jamais, je suis contre. Florian Goutier, est-ce que... Parce qu'en fait, il y a une émission, en fait. Non, Micro-sommeil. Bon, après du déproche, on peut laisser le silence qui en est aussi. Mais, alors, je sais pas, il savait qu'il l'avait à ce moment-là, oui ou non? Ah, je sais pas. Je crois aussi. 84, je pense qu'il savait. Est-ce que vous étiez au courant, justement, de ce coup de gueule fait par les malades? Oui, ça fait... Moi, quand j'ai commencé au magazine de la santé, donc en 2012, il y avait déjà des articles qui disaient exactement la même chose. Je crois que les chiffres n'ont pas changé, en fait. C'est toujours aussi catastrophique cette différence. Ça va être des chiffres après une chirurgie, après un cancer du sang, on va avoir encore en moyenne 1400 € à peu près de reste à charge pour une chirurgie reconstructrice. Enfin, c'est... Justement, toutes ces petites choses, on cite le vernis à 5,20 € le pot de vernis, mais la dame, elle dit, moi, je n'en mettais jamais, je n'ai pas du tout envie de mettre du vernis, et là, c'est important, enfin, je pourrais pas vivre sans. En fait, il y a aussi des gels pour éviter que les ongles tombent, il y a plein de petites choses qui font que psychologiquement, c'est important, socialement, c'est important, et quand on voit, alors moi, je fréquente beaucoup de travailleurs indépendants. Je crois que les chiffres, ça doit être que 4 travailleurs indépendants sur 5, pendant leur cancer, pendant qu'ils sont sous traitement, ils continuent à bosser parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. La couverture sociale de ces gens-là, elle est
extrêmement mauvaises. Et il y a des gens qui limitent leur traitement, qui vont faire des choix de traitement qui vont pas être... on dit en France, voilà, on a la Sécu, ça rembourse des soins, mais qui vont pas forcément être les meilleurs, les plus adaptés, ou ceux qui vont être les plus... qui vont permettre de garder toutes ces fonctions. Apparemment, ça va mieux côté perruque, mais c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'avant, c'était jusque 125 €, mais les bonnes perruques, dit l'article, c'est 350, et les très bonnes, c'est 700. Et donc, même, ça va aller jusqu'à 350 dans les mois à venir. Mais à un moment, les ministres de la Santé se sont succédés, et tous ont dit ça, vraisemblablement. Oui, ça changerait, enfin, ça commencerait à changer. Mais est-ce qu'on y croit ? Là, je pense que quand on fait sur ce type d'annonce, oui, mais je pense que ça ne résout pas le problème de fond. C'est qu'effectivement, lorsqu'on a une opération de base qui va nous obliger d'avoir, par exemple, une stopine, donc une poche qui va récolter nos urines ou autre chose, voilà, c'est ça qui va être remboursé. Mais celle qui va vous permettre de garder vos fonctions normales, quand vous avez 40 ans, 50 ans, il y a un témoignage dans l'article là-dessus, elle n'est pas remboursée. Et donc, c'est ça qui pose question. Mais voilà, justement, est-ce qu'il y a des soins qui ne sont pas pris en charge et qui sont importants pour la santé des patients ? Parce que les perruques, c'est autre chose. C'est j'allais dire, un accessoire qui aide à s'insérer socialement. Là, on parle de choses où il y a un enjeu de santé pour le coup. Il y a un enjeu de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera guéri, quoi. Je pense que voilà, les soins pour guérir, ils sont remboursés, mais les soins pour après, et puis il y a aussi pour vivre de la même manière. Pour vivre de la même manière. Et les conséquences psychologiques, le soutien psychologique. Après, il est rarement... Il est complètement oublié. Il est très très peu soutenu. Donc qui est-ce qui décide de ça, de ce qui est remboursé? C'est vraiment le ministère de la Santé? Michel Simès, je crois, techniquement, qui décide de tout. Mimi, qu'est-ce que tu fais alors? Non, oui, effectivement, c'est des arbitrages, et puis ça va être des arbitrages sur le coût de certains médicaments. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. De la pression là-dessus. Est-ce que vous, en tant que journaliste santé, vous avez l'impression que sortir ce genre d'études, nous en parler, ça peut faire dire aux gens, c'est assez inadmissible? Je pense que c'est les associations de patients qui font le plus gros du travail. C'est eux qui mènent ça et qui font un lobbying utile et efficace. S'ils n'ont pas la visibilité... Oui, donc c'est pour ça qu'il faut leur donner de la visibilité. Est-ce qu'en face, les gens entendent ce type de discours, ou est-ce qu'ils ont une vision que comptable des dépenses publiques et ils ne prennent pas du tout en compte ce type d'argument? Il y a plein de sujets qui sont amenés sur le devant de la scène, qui sont pas super légitimes. Celui-là, il est très légitime, donc ça vaut le coup justement plutôt que de consacrer des émissions entières à parler, je sais pas moi, de chirurgie esthétique. Allonger le pénis. Allonger le pénis. C'est une question de priorité, puis de ressenti des priorités. On vit dans un monde médiatique où justement les gens ont parfois peur de choses dont ils ne devraient pas avoir peur, ils sont inquiets de choses qui ne sont pas du tout inquiétantes, et il y a des choses sur lesquelles ils devraient s'inquiéter énormément ou prendre conscience qu'il y a des vrais enjeux. Et c'est aussi le travail derrière ce livre, une stimulation de l'esprit critique sur qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est ce qu'on nous met en tête de gondole, ou est-ce que c'est des enjeux plus discrets, plus cachés, plus intimes aussi? Je croit qu'il y a la réponse dans votre question, mais surtout dans votre livre. Merci Charline de m'avoir appris à mettre des questions et des réponses dans la même phrase. Doit-on tout gober? Pareil pour lui, storytelling, doit-on tout gober de ce que nous raconte Thomas Widguin? Ah oui, on va voir ça. On va voir ça puisque c'est l'éternel retour. Et c'est à moi, je reviens. Charline n'est pas là, mais elle m'a laissé un message sur un enregistrement secret. Elle m'a dit: tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Et ouais, la patronne, elle est à fond. Donc voilà, je reviens et tout a changé. Déjà, on a changé d'année, c'est l'année du cochon. Donc c'est bon, on peut arrêter d'écrire année du chien sur les chèques. Et puis, Michel Legrand nous a quittés aussi. Malheureusement, les hommages se succèdent. Tout le monde y va de sa rediffusion ou de son émission spéciale Sacré Michel. On pouvait s'y attendre, mais il est vraiment encore plus Legrand mort que vivant. Je reviens un lundi. Et tout change. Jamais à des jeux de mots comme ça. Mais Carlos Ghosn est encore en prison. Lui qui s'enorgueillissait que le soleil ne se couche jamais sur l'empire Renault-Nissan, et ben maintenant il se plaint qu'on n'éteigne pas le néon qui éclaire sa cellule. Donc voilà, je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je parle de toutes ces petites vaches d'histoire qui broutent paisiblement dans les verts pâturages autour de Cracovie et qui, quelques mois plus tard, consciencieusement conditionnées et mises en palette, forment la grande viande hachée polonaise des récits avariés. Ceux que l'on retrouve au matin
incertain et hagard sur nos étalages. Et le thème du jour dans le monde enchanté du storytelling, c'est le casting. C'est primordial, le casting, parce que c'est pas tout d'inventer des récits, il faut des gens pour les interpréter. Une histoire, ça s'incarne. Isabelle Huppert ou Marthe Villalonga. Eh ben, les producteurs de Fais pas ci, fais pas ça se sont peut-être posé la question et on voit bien que le sens du récit en aurait été modifié. Michel Galabru ou Sean Connery. Les producteurs du Nom de la Rose se sont peut-être posé la question. Eh oui, Gérard Depardieu ou Benoît Poulvorde. Les producteurs de Chinon se posent aussi la question. Pas facile de trancher. Et oui, parce que le casting au cinéma, c'est difficile. Et dans la réalité, c'est pas plus simple. Il suffit de voir la difficulté qu'on a à trouver quelqu'un pour mener la liste PS aux européennes, ou la liste En Marche, pareil, ou même chose pour les municipales à Paris, la présidence du Venezuela, ou le grand débat. Pourtant, les rôles sont écrits, les récits sont déjà tracés, mais les histoires ne parviennent pas à se développer tant qu'elles piétinent au niveau du casting. L'exemple est frappant avec les Gilets jaunes, qui pour mener la révolte. Entre Éric Drouet, Priscilla Ludowski, Maxime Nicole, la frequent flyer, là, Benjamin Gauchy, Jacqueline Moureau, personne n'y voit plus très clair. Mais peut-être que justement, au royaume des aveugles, c'est sur Jérôme Rodriguez qu'on pourrait compter pour régner. Non, c'est trop tôt. Si, j'ai trop... Merci. Merci, Alex. J'ai bien aimé. Et donc, c'est... Alors, pourquoi est-ce que tous ces rôles restent vacants? Eh bien, peut-être simplement parce qu'ils sont mal écrits ou qu'ils ne sont pas nécessaires au récit, comme dans le cas des Gilets jaunes, dont le mouvement doit sûrement s'envisager dans sa globalité, mouvante et indéfinie, plutôt que comme un marchepied d'ambition personnelle. Mais il arrive aussi tout simplement qu'on n'arrive pas à trouver le bon acteur. Regardez le mal qu'on a dans le cinéma français pour trouver des acteurs qui puissent jouer des rôles de père. Vous voyez, dans les années 70 ou 80, dans les films de Sauté, de Chabrol ou de Piala, mais il y avait Piccoli, Reggiani, Montand ou Jean-Yann, sans parler de Gabin ou Ventura, et ben à 30 ans, c'était des pères. Ils pouvaient s'engueuler avec leurs enfants ou distribuer des baffes. Alors que nos acteurs contemporains, c'est difficile, avant qu'ils aient atteint 60 ans, de leur faire jouer des pères. Canet, Duris, Lelouch, Lafitte, c'est des fils, c'est pas des pères. C'est la différence qu'il y a entre Les Petits Mouchoirs et Vincent François, Paul et les autres. C'est comme ça. C'est pas la seule. Il y a des baffes qui se perdent. Voilà. Et puis, rien n'est plus grave qu'une erreur de casting. Une castanère, comme on dit désormais. Parce que ce très gentil petit monsieur n'est visiblement pas à la hauteur de la tâche qui lui incombe. François Sureau, que je cite ici un peu souvent, nous le fait remarquer dans son merveilleux entretien du Monde de ce soir. C'est pour lui évident quand Castaner déclare, je cite, « Je suis 100% derrière les forces de police ». Nous qui pensions qu'il était là pour les commander, pour les diriger, pour les contrôler un peu. Eh ben non, le voilà tout petit caché derrière. N'importe qui ne peut donc pas jouer un rôle de père, et il semblerait donc que même par les temps qui courent, il y ait quand même quelques baffes qui se perdent. Merci Thomas Bidguin. Me voilà. Il est fort. Cette année du cochon commence très très bien. Elle est musique.
Ok, pas de femmes autour de la table, on est gêné, on embrasse celles qui auraient dû être là. Mais il y a des femmes qui chantent. Fatoumata Diawara, Bonia, et elle a très bien chanté, ça on peut le dire. C'était magnifique. Oui, elle a bien chanté. Vous entendez Thomas Bidguin qui avait bien parlé, Pablo Mira qui, je pense, parlera très bien. Et très notre fort. Invité, et très fort. Florian Gouttière, notre invité pour son livre Santé Science, doit-on tout gober? Et c'est au tour de Guillaume Meurice. Maintenant, vous faites des chroniques sur comment vous Médecine. Voilà. On va parler médecine, je m'adapte. En plus, Charline est malade, moi aussi, je suis pas au top. Vous, avec votre voix, c'est pas terrible. C'est vrai qu'on a tous un petit peu la voix qui est un mélange d'André Manoukian et d'un canard tuberculeux. À peu près la même voix. Et notre invité, Florian Gouttière, nous rabâche qui a la science. C'est vrai que la science, c'est vraiment de la Claude allégrophobie primaire. C'est de la Paco Rabanite aiguë, on peut le dire. Et je trouve que c'est un manque de respect à nos auditeurs qui ont le droit, Florian, je vous le dis, de croire n'importe quoi. Je vous rappelle qu'une bonne partie a voté Benoît Hamon d'ailleurs. Donc il faut respecter un petit peu ça. Alors pour lui prouver qu'il raconte n'importe quoi, je suis allé au salon des médecines douces ce matin pour me soigner moi-même et j'ai trouvé plein de solutions miracles pour aller mieux. Nous sommes entourés d'énergie. Ouais. Votre corps est énergie. Le but, c'est de canaliser cette énergie pour la retransmettre. Est-ce que c'est une méthode qui a été testée scientifiquement? Tout de suite, l'idée de scientifiquement, non, avec des chiffres et des statistiques, non. Mais par contre, les résultats sont là. Comment on peut savoir que ça marche alors? Ça dépasse le rationnel. Mais bien sûr, c'est ça que Gouttière ne veut pas comprendre. Il faut ouvrir votre canal, mon grand. Voilà, vous avez le canal tout fermé. Là, vous êtes constipé du canal, ça se voit tout de suite. Alors bon, c'est pas mal pour mon rhume, mais j'ai trouvé mieux. Écoutez-moi celui-là. En fait, la membrane, la céramique, va émettre une information au cerveau qui, lui, va envoyer de l'énergie-chaleur. Les gilets, c'est un autre effet tout à fait particulier, c'est qu'on va donner de la stabilité. Ce gilet permet aux personnes de rester stables, de ne pas tomber. Alors ça, c'est tout à fait étonnant aussi. Ça recentre les énergies vers le sol, vers le talon. Et ça a été testé Ah, c'est testé, oui, c'est testé scientifiquement. On a des tests, on a des preuves, comme sur les semelles d'ailleurs. Ah, alors attendez, j'ai une idée. Pourquoi on filerait pas aux joueurs de foot un gilet qui les empêche de tomber? Là, on a une vraie application concrète. C'est pas con. Pas con. L'Italie sera plus jamais championne du monde. Ça laisse peut-être une petite chance à ceux qui sont. On va pas revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Ça, c'est irrationnel aussi. Je suis déjà malade. Dès qu'on parle football, ça part en couille. Mais bon, ça va pas soigner mon rhume. C'est pas grave. J'ai trouvé mieux une grande structure en bois avec un coussin au milieu pour poser ses fesses. En fait, c'est des structures géodésiques qui sont proches de l'architecture sacrée. Les proportions de la structure sont au nombre d'or. L'onde de forme qui est créée par la structure permet à la personne qui se trouve à l'intérieur de rentrer en résonance avec l'énergie qui est là disponible. En fait, est-ce que ça peut soigner mon rhume? Si vous le voulez, et ça peut peut-être marcher. Mais c'est vous qui le décidez, c'est pas moi qui ferai quelque chose. Non, ça veut dire que si ça marche pas, c'est pas de votre faute. Voilà. Ah oui. Bah oui, mais parce que sinon c'est un peu facile, monsieur Gouttière, de dire que ça marche pas. Encore faut-il que le malade il veuille bien se soigner, parce que les feignasses qui vivent des arrêts maladie, on en connaît. J'ai d'ailleurs la thèse du docteur Laurent Wauquiez sous la main. On trouve plein d'exemples là-dedans. Alors ça vous paraît bizarre, mais ce médecin charpentier était avec une de ses adeptes. Ça fait vraiment des choses dans le corps. Et encore une fois, c'est à nous de décider. Si vous voulez que ce monsieur-là ou cet objet vous guérit, vous devenez esclave de ça. Non, on veut que vous compreniez que la guérison vient de vous. Mais est-ce que ça marche pour toutes les maladies? Ça peut marcher pour toutes les maladies, bien entendu. Après, même les plus graves. Même les plus braves. Même les plus braves aussi. On souhaite à tout le monde une bonne journée internationale de lutte contre le cancer. En vous rappelant que c'est à vous de décider si vous voulez guérir ou pas. Faites gaffe avec ça. Faut pas venir vous plaindre après. Voilà. Alors ça, c'est pas mal, mais j'ai mieux avec évidemment le boss du game des médecines douces, l'homéopathie. On l'attendait celui-là. Et des homéopathes, il y en avait plein ce matin. Il y en a un qui m'a expliqué la différence avec un vrai médicament. Ce n'est plus un effet biochimique, mais c'est un effet biophysique. Avant, monsieur, lorsque vous avez une voiture, vous l'ouvrez avec une clé. Et maintenant, il suffit d'avoir le sans contact, c'est-à-dire l'information d'avoir un émetteur avec une longueur d'onde correspondant à la clé. Vous allez ouvrir votre voiture sans contact, il n'y a pas de molécules là. Donc on est devenu des voitures intelligentes et l'homéopathie est une clé sans contact. Et peut-être justement est en avance dans son système. Mais oui, elle est en avance de son système puisqu'elle soignerait sans qu'on sache comment elle soigne. C'est ça qui est puissant, monsieur Gouttière. Ce qui voudrait dire qu'elle serait une clé sans contact avant même l'invention de la bagnole. Ça, c'est révolutionnaire. Il fait moins son malin, le Gouttière, là. Regarde-le. Et ça marche, il y a des effets sur la santé, notamment sur celle des actionnaires du laboratoire Boiron, qui sont en excellente santé. 600 millions d'euros en moyenne de chiffre d'affaires annuel. Leur produit fétiche, on le connaît, l'ocytococcinum, qui se vend... Oscillococcinum. Ouais, j'ai dit quoi? Ouais, c'est parce que j'ai une voix de merde. Non, aussitôt, vous avez... Ah oui, exact. Faire du latin. Pub. Et ben, ça se vend comme des petits pains ou des petites chocolatines. Je veux vexer personne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autolysa de foie et de cœur de canard. Alors moi, je suis végétarien. Est-ce que je peux en prendre quand même?
Bah oui, parce que lorsqu'on a une dilution infime, il n'y a plus de substance. Oui, il n'y a plus rien dedans, quoi. Un exemple, une fourmi qui passe sur un végétal, eh ben, elle laisse sa trace, qui est une trace infime. Et vous allez manger, vous, végétarien, vous allez manger la plante dont la fourmi a laissé sa trace. Ah putain, je me sens mal. Je me sens mal parce que j'ai déjà mangé de la trace de fourmi, effectivement. Et si cette fourmi avait elle-même marché dans du foie de canard mort, bah, peut-être je serais soigné du coup. Ah non, finalement c'est pas mal. C'est vrai que c'est tellement dilué que l'homéopathie, on dirait un discours de gauche au PS, quoi. On sait que ça existait avant, mais il reste rien d'actif. Je suis un peu perdu. Alors il est temps de conclure avec cet homéopathe. Le médicament homéopathique n'a aucun effet iatrogène. Autrement dit, pour être plus simple, toxique. Donc entre vous et moi, si un jour j'étais malade, très malade, je préférais guérir empiriquement que souffrir ou mourir scientifiquement. Ok, entre guérir ou mourir, le monsieur a fait un choix. Guérir, c'est courageux. Moi, je vais aller me coucher avec mon rhume, puis attendre que ça passe. Hein, si ça se trouve, je vais même prendre de l'aspirine au risque de me faire traiter de suppo de l'industrie pharmaceutique. Mais comme disait ma grand-mère, un suppo et au lit. Merci Guillaume Meurice. Écoutez, je pense que le sujet qui suit va sans transition s'imbriquer dans cette discussion. Comment lutter contre les fake news ? Cette question alors, se pose évidemment sur tous les sujets d'actualité et de société, mais désormais elle se pose au sein des revues scientifiques. Le monde de la recherche est pollué par des intérêts personnels et des conflits internes qui entraînent de la fraude et la propagation de fake news. Reste à démêler le vrai du faux dans tout ce qu'on nous raconte. C'est super mauvais pour la santé, les vaccins. C'est les firmes pharmaceutiques qui les fabriquent pour nous affaiblir. Ouais. Moi, j'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, ça me gratte quand je tousse. J'ai des vertiges quand je me lève un peu trop vite. Bon, un zona de temps en temps. Et tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse. Mais c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Guillaume Meurice, vous nous disiez que c'était le corps de votre livre, c'est votre grand combat. Alors ici, c'est un article, le fake, nouveau casse-tête pour la recherche de Les Échos. Mais vous étiez sur la balle avec ça. Bah, en fait, c'est pas du tout un nouveau sujet. Il y a un bouquin qui est sorti en 1983 qui dit à peu près la même chose. Les chiffres sont légèrement différents. Un super bouquin qui s'appelle en français La souris truquée de William Broad et Nicholas Wade, qui expliquait pourquoi est-ce qu'il y a de la fraude, dans quelle proportion, et qu'est-ce qui anime les chercheurs à frauder. En fait, on s'aperçoit que il n'y a pas tant de chercheurs qui fraudent que ça. Il y a entre 1 et 4% des chercheurs qui vont admettre qu'ils ont déjà fait de l'inconduite scientifique, qu'ils ont raboté des données, qu'ils ont amélioré. Donc ça veut dire que la majorité quand même fait bien son travail. Quand on voit la proportion d'études frauduleuses, ça va être, qui sont retirées parce qu'il y a une fraude manifeste. Il y a une différence entre fraude et puis erreur, non ? Alors c'est ça, c'est que en fait les études elles vont être retirées quand il y a des erreurs de bonne foi, des erreurs de calcul, des choses comme ça. Mais il reste quand même une part de fraude. Et donc l'article dont vous me parlez là dans Les Échos relaye des chiffres qui sont les mêmes que j'avais qui m'ont servi de base pour le livre. Mais effectivement, en fait, il y a une petite part de chercheurs qui fraudent. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils en viennent à frauder. Alors, parfois, c'est vraiment dans l'espoir que la science ne fasse pas son travail. En fait, la méthode scientifique, c'est assez pratique. Normalement, c'est un travail... C'est les lobbies qui les payent. Non, mais même pas. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, normalement, la méthode scientifique, c'est tout bête. C'est un travail qui est collectif, qui est cumulatif et qui est correctif. C'est-à-dire, vous faites une expérience, si elle intéresse la communauté, ils vont essayer de la reproduire. Sauf qu'il y en a qui sont malins et qui disent, vu le peu de valorisation du travail de reproduction, les gens vont considérer que c'est vrai, par défaut. Alors on l'a dit tout à l'heure, les études les plus séduisantes et les plus novatrices, elles ont une grosse chance d'être des faux positifs. On n'a pas répondu sur l'homéopathie, justement. Alors, par exemple, oui. Non, mais ici, il y a des gens qui aiment se soigner avec ça et qui ont l'impression que ça leur fait quelque chose, ou ça ne nuit pas, ça peut nuire, en fait. Voilà, le problème, c'est que tout ça peut nuire. Pour revenir sur l'homéopathie, alors c'est bien, c'est clivant, il y a plein mal de gens qui vont recevoir du poison. Non, parce que comme il y a été allé à charge, je me permettais d'avoir votre avis. L'homéopathie, c'est pas très difficile à tester. Vous prenez des patients qui ont une maladie donnée, je sais pas, qui ont un rhume justement, ou qui ont une grippe, et puis vous donnez à la moitié des granules qui sont traités selon le procédé de dilution de foie de canard malade. Alors, juste pour revenir sur les dilutions de foie de canard malade, c'est que vous prenez un verre de foie de canard malade, d'autolysa de
foie de canard malade que vous avez laissé pourrir pendant 40 jours, vous videz le verre, vous remettez de l'eau distillée devant, vous videz le verre et en fait à chaque fois vous gardez les gouttes dessus. Et alors vous pouvez comparer à combien de piscines olympiques faut pour... Et bien le produit qui est vendu dans le commerce, c'est pas dilué dans une piscine olympique, c'est pas dilué dans toutes les eaux de l'océan, c'est dilué dans 400 milliards de fois l'univers qui serait une piscine, vous voyez. Donc c'est plus grand que l'univers d'une piscine. Vous prenez à l'après une petite goutte de cette eau diluée dans plus que la taille de l'univers, qui a aucune chance, vous avez aucune chance de croiser une molécule de foie de canard. Vous le posez sur un granule et puis vous attendez que ça s'évapore. Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi pas, hein? Moi j'aime bien Harry Potter, hein, et peut-être que le sacrifice originel si on est OK que ça marche pas, est-ce qu'on va l'interdire à la vente en pharmacie du coup? Franchement, imaginons que ça marche, imaginons que le sacrifice initial du canard ait servi à quelque chose. Donc ça se teste. On donne ce granule à des gens, on donne un granule qui n'a pas été traité à d'autres, et puis on compare. Et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Donc là on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas l'interdire? Les gens... Ou mettre du côté bonbon dans les rayons, si les gens aiment ça. Ouais, c'est pas mal. Changer les patients, peut-être que ça peut marcher aussi. C'est une histoire de volonté, on vous l'a dit. S'il n'y a pas de différence, il faut juste informer les gens. Mais le problème, c'est que les médecins, au cours de leurs études, ils vont pas être formés à savoir ça, savoir qu'il y a des études. J'ai fréquenté énormément de médecins, et les médecins qui ne savent pas lire des études, ou qui, parce qu'on leur a enseigné à l'école ou en fac de médecine des choses qui sont peut-être réfutées depuis, ils vont continuer à les colporter. Et donc le patient, il va être mésinformé, pas forcément désinformé, parce que c'est relayé de bonne foi, et on va se retrouver dans ces situations. Je dois vous couper parce que sinon Charline va me dire que je laisse complètement filer le temps. Mais c'est passionnant et ça se retrouve dans votre livre. Et je suis désolé de vous couper pour passer la parole à Pablo Mira, c'est presque triste. Peut-être on peut couper Pablo, il est 17h49, l'heure de donner la parole à Pablo Mira. Pablo, c'est grâce à vous que j'ai encore et toujours envie de me lever le matin pour faire cette émission, et certainement pas pour Guillaume, qui est quand même un bel enculé. On est d'accord, ma louloute virile. Pablo, aujourd'hui, vous revenez sur la loi. Pablo écrit ses lancements. Anticasseur qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours. Moyennement assumé aujourd'hui avec ce lancement. On voit la différence avec ma louloute qui me suivra toujours. Alors oui, le texte de loi anticasseur inquiète beaucoup de monde. Pour certains, c'est un peu une entorse à la liberté de manifester. Mais n'importe quel médecin, pour le coup, vous dira qu'une entorse en 6 semaines, on l'a vite oublié. Alors prenons point par point ce qui pose problème à ses détracteurs. Tout d'abord, on critique l'instauration via ce texte d'un délit de dissimulation du visage qui prévoit, écoutez bien, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et là, je vous le dis, je vois pas où est le souci. On ne peut pas accepter que lors d'une manif, des casseurs se déguisent en flics déguisés en casseurs. L'autre grand point qui fait polémique, c'est le pouvoir donné au préfet de priver de manifestation les individus violents. Le but, permettre simplement aux manifestants normaux de se faire tirer dans le calme par la police. Et là, pour le coup, on va dans le sens des gilets jaunes. Réfléchissez un tout petit peu. Si, comme la loi le prévoit, on empêche de manifester toute personne ayant commis, je cite, des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou encore un acte violent lors de manifestations précédentes, alors bientôt, il n'y aura presque plus de policiers dans les rues. Il faut réfléchir. Donc arrêtons avec la paranoïa de voir des mesures de liberticide partout et tout le temps. Je suis sûr que la libre circulation de chacun sera respectée. Je vous parie que les gilets jaunes pacifistes pourront circuler dans les rues et les balles de LBD pourront circuler dans les crânes des gilets jaunes. C'est une évidence. Tiens, justement, parlons un petit peu du LBD, si vous voulez bien, ou plus connu sous le nom de flashball, que les gilets jaunes, eux, préfèrent appeler... Ah, mes yeux! Putain, mes yeux, je vois plus rien! Donc, alors, pour rappel, les LBD, ce sont ces armes qui projettent des balles en caoutchouc et qui ne sont utilisées qu'en cas de force majeure. Par exemple, un policier aperçoit un gilet jaune, il se dit, tiens, lui, il a une bonne tronche de force majeure. Allez les gars, le Blu-ray de Taxi 4 pour celui qui lui arrache la pommette. C'est donc une arme de défense très efficace, puisqu'elle permet aussi bien de faire reculer des individus violents que l'envie de manifester. Puis c'est une arme nécessaire. Souvenez-vous, on a vu avec les foulards rouges ce que ça donnait, une manif sans LBD. On a tous en mémoire ces scènes d'horreur de journalistes de BFM en train d'essayer de meubler du vide dès 8h du matin. Alors on accuse les forces de l'ordre de trop l'utiliser, le LBD, mais ils en ont besoin pour se défendre. Nous aussi, on tirerait à leur place. Nous aussi, on le ferait.
hein, quand vous vous faites agresser par des gilets jaunes, armés d'espoir d'une vie meilleure, eh bien c'est normal de leur tirer une balle de réalité au visage. Donc moi je suis évidemment en faveur de son utilisation, mais sous des conditions extrêmement strictes. Attention, par exemple, s'il y a du bruit ou de l'oxygène dans l'air. Non, parce que quand même, c'est vrai qu'un coup de LBD, eh bien, dans le visage, ça peut avoir des conséquences tragiques, terribles. Il suffit de voir une interview récente de Jérôme Rodriguez ou de Rachida Dati. Mais tout de même, moi, ça me paraît insensé de condamner des policiers ou des CRS parce qu'ils sont violents. On ne demande pas à un poney de miauler. Mais en réalité, pas d'inquiétude, le LBD, je vous le dis, fait partie de cette catégorie d'armes qu'on appelle sublétales, c'est-à-dire juste avant ce qui peut provoquer la mort, en opposition avec ce qui est susceptible de tuer, les armes à feu, les grenades offensives ou le simple fait de dire à Gérard Larcher je peux terminer ton île flottante, GG. Et puis, de toute façon... Le Conseil d'État, vous l'avez peut-être vu, a jugé que le LBD ne constituait pas une atteinte au droit de manifester. Et ça, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour les revenus des neurochirurgiens. Pour conclure, je pense qu'il est temps que ce soit avec le LBD ou avec la loi anti-casseurs que le gouvernement se montre enfin ferme avec les gilets jaunes. Car pour que cette spirale sans fin puisse cesser, il n'y a que deux options, deux solutions. Soit que nos dirigeants aient recours à la force, soit qu'ils améliorent la situation économique et sociale de ce pays. Alors feu à volonté. Allez, salut. Merci Paolo Mira. Une réaction ? Non, j'ai écouté avec passion. Oui, ça je l'ai vu, vous étiez bien concentré, félicitations. Alors, vous avez gagné le droit de jouer un sketch avec nous. Ah, je sens que ça vous fait plaisir, oui, Charlie. Le sketch, c'est pas eu le temps de mettre le sujet 3 parce qu'on a fait un passionnant sujet 2, donc ça sert à rien de commencer à faire des remarques. Il gère pas le timing. On avait envie que vous nous fassiez l'homéopathe. Alors, on s'est dit, voilà un rôle qui va le passionner. Et vous n'allez pas soigner n'importe quel patient. On se rend tout de suite dans votre cabinet. Je suis bien content de vous rencontrer, professeur Glucose, parce que vous savez, j'ai épuisé les meilleurs spécialistes. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes ? Je suis le PS. Pardon ? Le Parti Socialiste. Enfin, je me sens très mal en ce moment. Oui, j'imagine, mais quels sont les symptômes ? Oui, alors comment vous expliquer en fait, je me sens vide depuis quelques temps. Enfin, il n'y a rien qui va. J'ai perdu beaucoup de poids ces derniers mois. Aïe. C'est pour Julien Drey que ça n'a pas été facile. Oui, je comprends. Et depuis que j'ai déménagé en banlieue, je me sens un peu moins bien dans ma peau, quoi. Oui. D'ailleurs, du côté gauche, je sens presque plus rien. Ah oui, vous me faites une valsite. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur ? Je vais vous prescrire du socialococcinum. Ah, je connais pas. C'est fabriqué comment ? Alors, c'est assez simple. On met 30 grammes de socialisme à macérer dans de l'eau pendant 40 jours. D'accord. Puis on jette tout, on rince la bouteille 200 fois et on récupère l'eau du 200e rinçage. Mais du coup, le socialisme a totalement disparu. C'est l'idée. C'est le docteur François Hollande qui a inventé ça. C'est très bien. Je vous dois combien ? Du coup, ça fera 200 € pour la consultation. Mais si les symptômes persistent, je vous conseille d'aller voir mon collègue, le professeur Weinstein, magnétiseur. De manière assez surprenante, un mois plus tard, les symptômes persistent. Ah, monsieur le Parti Socialiste, comment ça va ? Pas terrible, professeur Weinstein. Allongez-vous, on va regarder ça. Vous travaillez comment, vous ? Par apposition de socialisme, par les mains, vous savez. Ah, d'accord. Détendez-vous, voilà. Vous êtes obligé là, de mettre vos mains à cet endroit, là, hein ? Chut, fermez les yeux, laissez-vous aller, voilà. Attendez, c'est obligé la musique, là ? Oui, bien sûr, ça fait partie du son, oui. Ah, je sens que vous retrouvez de la vigueur. Non, c'est bon. Non, je vais rejoindre. Ça vous fera 250 € quand même. J'avais envie qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. C'est poésie aujourd'hui. Merci beaucoup Florian Gouttière d'être venu papoter avec nous aujourd'hui pour surtout parler de votre livre Santé, Science. Doit-on tout gober ? Vous pourrez donc qui ne parle pas que de santé, qui parle surtout d'esprit critique en prenant le prétexte de la santé parce que c'est quelque chose qui nous concerne quand même. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui les gens sont hyper intéressés par ça alors qu'ils vont chercher du coup parfois les informations n'importe où, de Doctissimo à Michel Simès, hein, donc il y a du bon, il y a du moins bon, mais comment vous expliquez cette... Mais parce que ça les concerne, enfin c'est hyper concernant, on a tous envie d'aider son prochain, on a tous envie... Pas sûr. On est beaucoup. En fait, les gens s'intéressent parce que ça les concerne et puis ils propagent des fausses informations parce que ce sont des gens bien en fait. C'est étonnant à dire, mais si vous voyez une information sur Internet dire il y a ce produit-là qui est cancérigène, etc., vous avez envie que vos proches relayent cette information. Et donc
je suis loin de parler que des études scientifiques, mais il y a pas longtemps, il y a un député qui est venu à la télévision, sur France 5, qui expliquait qu'il y avait le E330 qui était le produit le plus cancérigène. Il l'avait vu sur Internet, il en avait. Et il parlait quand même du jus de citron, quoi. Et il est tombé dans une. Et heureusement, Didier Guillaume nous rappelle que le vin, c'est très bon. Voilà, dans suite. Alors là, je ne sais pas s'il faut s'arrêter parce que. Suite dans le bouquin. Merci à vous, merci Pablo. Santé. Merci Thomas, merci Guillaume. On embrasse fort Charline et on vous laisse tout de même le mot de la fin parce que sans doute vous allez créer des vocations. Franchement, j'aurais pu être journaliste scientifique juste sur le fait que j'aimais bien Je retrouve tout dans Picsou Magazine, quoi.